Jean-Philippe Marceau, chroniqueur pour Le Verbe Média et aussi éditeur pour le blog de Symbolic World. Bienvenue à On n'est pas du monde. Salut Antoine. Salut. Une question toute simple pour commencer. Jean-Philippe, est-ce que les sorcières sont de retour? Je pense que oui, mais il y a plusieurs niveaux auxquels elles sont de retour. Puis pour dire qu'elles sont de retour, il faudrait dire qu'elles sont parties, mais... elles sont déjà parties. OK. On a parlé un peu d'histoire plus tôt. Effectivement, il y a eu toute une histoire des sorcières, là, puis c'est clair dans les statistiques qu'il y a des gens qui s'identifient comme sorcières de plus en plus, mais pour dire quelque chose de plus intéressant puis plus provocateur, si on s'intéresse vraiment aux sorcières les plus mythologiques, les genres de sorcières dont on parle depuis le 15e siècle peut-être, où c'est des femmes qui vont tuer des enfants, qui vont castrer des hommes, qui vont mélanger les semences d'une famille à l'autre, qui vont détruire des champs, etc. Toutes des choses qui ont à voir avec l'infertilité, en fait. Là, la sorcière mythologique telle qu'on la connaît depuis le 15e siècle, c'est fondamentalement une perversion de la fertilité féminine. D'ailleurs, c'est pas étranger au fait que ce soit souvent des veuves. Hein? Oui. Martin l'évoquait un peu plus tôt. Hein? Puis que ce soit des accusations, comme c'était drôle comme Martin qui disait « je savais pas », mais ça fonctionne avec le symbolisme, l'idée que c'est ma voisine qui a tué ma vache, elle a tué mes fruits, là, le corps. C'est ça, exactement. L'idée que la sorcière, des fois, est très belle en surface, mais que c'est un genre de camouflage, puis que pour vrai, elle est très laide, puis la beauté, c'est un signe de fertilité. Il y a plein de signes qu'on peut regarder chez la sorcière qui semblent bizarres, farfelus peut-être, mais qu'on peut comprendre comme un problème, comme une inversion de la fertilité, en fait. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive justement au niveau mythologique. Mais ce qui est intéressant de la sorcière, c'est qu'on peut s'en servir pour comprendre notre relation avec le langage mythologique, justement. Pourquoi les sorcières sont arrivées, sont parties? Pourquoi aujourd'hui, il y a des sorcières qui reviennent puis que ça semble banal? Et en même temps, si on réfléchit un peu au symbolisme de l'infertilité, puis les accusations les plus mythologiques qu'on portait contre les sorcières, en fait, on peut les voir aujourd'hui ressortir, mais d'une façon insoupçonnée, peut-être un peu plus subtile que ce à quoi on s'attendrait naïvement. OK. Faisons un pas de recul. Là. Je voyais dans tes notes, là, il y avait des chasses aux sorcières dans l'Empire romain pré-chrétien. Pourquoi elles ont cessé avec l'arrivée de l'Église, Jean-Philippe? Je trouve que c'est intéressant. On peut déjà commencer à parler au niveau mythologique, puis il y a un niveau qu'un matérialiste dirait. Niveau mythologique, c'est parce que l'Église a chassé les sorcières. Donc, avant, dans l'Empire romain, il y avait tout un paquet de cultes à différents dieux. Les Romains étaient très, très à l'aise avec le pluralisme religieux. Ils intégraient tant bien que mal aussi les cultes des nations qu'ils conquéraient à cette époque-là. Avec plein de choses qu'on qualifierait de sorcellerie, donc certaines fois ça menait à des chasses aux sorcières, mais des choses comme de la sorcellerie, plein de religions païennes faisaient ça, mais ils ont été chassés avec le christianisme. Au niveau mythologique, on peut parler de ça très rapidement. On dit que le christianisme a exorcisé les démons qu'il y avait de l'Empire romain. Le ménage a été fait, ça a été la période de calme, dont Martin n'a pas parlé d'ailleurs du Moyen-Âge, hein, où quoi, il s'est rien passé? Il continue à avoir du folklore par rapport à la femme sorcière, une image qui gèle beaucoup dans l'Empire romain autour de la littérature latine, romaine, qui reprend beaucoup d'éléments mythologiques dans les mythes. Et ça tourne beaucoup autour de Éricto, entre autres, une figure qui apparaît dans plusieurs éléments là, de la littérature romaine. Vieille femme, nécromancienne, un rapport à la mort, cannibale, sorcière d'un pouvoir magique aussi. Donc, et ça se gèle autour de ça et ça crée une image qui va être forte et qui va durer longtemps. Et on la garde au Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge, le peu de procès qu'il y a, c'est surtout pour des sorciers qui seraient des empoisonneurs à la cour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessairement des fois des persécutions dans des villages à gauche, à droite, mais c'est mineur. Ça apparaît vraiment au 15e siècle. La prédominance du christianisme y est pour... Ça apparaît, puis au 15e siècle, les moines au début, puis par la suite des humanistes, puis des docteurs de loi, puis tout, ils ont tout le bagage humaniste qui revient, puis qui ramène à l'avant-scène la culture romaine. Ils ramènent aussi les stéréotypes et ces images-là des sorcières. Et ils mélangent ça avec des figures associées aux Juifs, puis un antisémitisme horrible et très fort et persistant du 11e, 12e siècle jusqu'à la Renaissance, où est-ce que le Juif, il y a un chapeau pointu, il y a un nez croche, il mange des enfants, puis il corrompt la jeunesse en incitant les gens à être satanistes.
Ça, c'est des stéréotypes qui traînent depuis des siècles. Et là, on va le coller à une misogynie assez forte, puis on va l'habiller avec un vêtement un petit peu associé à la littérature, les vieux classiques romains qu'on ramène. Et ça, voilà, ça fait une image qui gèle. L'équation est complète avec tout ça. Ouais. Et ça fait des malheurs pendant 2 siècles ensuite. Puis, ouais, puis surtout à l'époque où, justement, l'Église commence à perdre son emprise, parce que le 15e siècle, c'est là où la réforme protestante arrive. Ouais. Donc, au niveau spirituel, on peut dire au niveau de la mythologie de l'Europe, ça commence à se fracturer. Les gens sont plus sous la protection qu'il y avait en Europe avant. Ça aurait été superstitieux, puis il y a des autorités, justement en Europe, qui disaient que tu ne peux plus croire aux sorcières maintenant. C'est au Moyen-Âge, c'est-à-dire, parce qu'ils ont été chassés. Là, Il existe peut-être, si tu regardes des cartes du Moyen-Âge, il peut exister des sorcières en périphérie, dans des régions très loin, mais elles ne sont plus dans l'Empire chrétien. Donc, quand ce bouclier spirituel-là de l'Église commence à se fracturer avec la réforme protestante, les États qui partent différentes églises. Les sorcières des temps modernes, finalement. C'est ça, exact. Les sorcières reviennent, justement. Entre autres, il y a plein de monstres mythologiques qui arrivent en général. C'est pas juste les sorcières, il y a aussi des loups-garous qui arrivent supposément, qui avaient été chassés, mais maintenant, les gens se sentent plus mythologiquement en sécurité. Ça revient. Puis justement, c'est intéressant, comme Martin disait, les autorités ecclésiales, c'est plus elles qui vont tenter de calmer le jeu, mais la population ne se sent plus en sécurité mythologiquement comme elle l'était auparavant. Bien, le bémol, c'est vraiment, vers la fin, les autorités ecclésiastiques dans plusieurs régions commencent à calmer le jeu. Au début, je pense qu'ils font partie du problème. mais ils font définitivement partie du problème au début. Ensuite, ça calme le jeu. Mais je suis d'accord avec ta perspective parce que très rapidement, les 2 camps, les camps de la Réforme puis le camp de l'Église catholique, vont s'accuser l'un l'autre de sorcellerie. Et ça va faire partie de cette espèce de gros psychodrame qui se joue sur la fracture de l'Église au 16e siècle. Et la guerre de religion, parce que c'est pas juste un schisme, après ça devient des guerres entre différents États aussi, entre différentes principautés. Oui. Ça fait des ravages et ça fait un stress social. Et là, ça encourage aussi la violence envers le voisin, les accusations. Tout ça est lié. Et l'image de la sorcière, du moins, devient le bouc émissaire, facile à accuser, etc. Entre autres. Puis, encore au début du 18e siècle, dans des pays qui sont maintenant en paix ou des régions qui sont en paix, on a des endroits où des hommes et des femmes qui appartiennent dans des lieux où est-ce qu'il y a des protestants et des catholiques. Souvent, les gens qui contrôlent un petit peu plus le conseil de la ville ou du village, ils ont un petit peu plus de pouvoir. Étrangement, souvent, les gens de l'autre camp, donc si les protestants contrôlaient un petit peu plus, comme c'est le cas dans certaines régions en Hongrie, si les protestants contrôlent un petit peu plus les autorités locales, souvent, c'est les catholiques qui sont accusés de sorcellerie. Et inversement. Dans ça va dans les 2 sens. Fascinant. Et tout ça, ça joue. Puis le psychodrame plus grand de l'image de la crainte de l'effondrement de la chrétienté que tu mentionnais, il est fort. C'est une croyance populaire qui nourrit tout ça. Ce qui nous mène à l'émergence du matérialisme, avec, entre autres, arrive la Révolution française, des idées nouvelles qui viennent, encore une fois, plus affaiblir cette chape-là spirituelle qui, du moins, semblait protéger les gens. Mais c'est intéressant parce que ensuite, le matérialisme vient aussi construire un genre de bouclier spirituel, parce que il n'y a plus aucune place à la superstition avec le matérialisme. Si tu penses que toutes les choses qui existent sont fondamentalement des particules qui suivent les lois de la physique, il n'y a pas de Dieu, mais il n'y a pas de sorcière non plus. C'est le désenchantement complet du monde. C'est ça, exact. Aucune magie. Il continue à avoir des gens qui pratiquent l'occultisme. En fait, l'occultisme qui arrive comme un genre de réaction violente contre le matérialisme banal qui arrive à l'époque. Mais pour la vaste majorité de la population, des gens deviennent matérialistes. Même parfois, ils vont être chrétiens, mais sans s'en rendre compte. Ils vont, dans leur vision du monde, puis dans leur agir quotidien, devenir de plus en plus matérialistes, puis penser que des choses comme les sorcières, c'est juste des superstitions. Puis il y a quelque chose qui est vraiment un bouclier là-dedans. Si tu n'as pas foi en ces choses-là, tu es quand même vraiment protégé. Par exemple, tu es un anthropologue qui s'en va en Afrique ou en Amérique du Sud, dans des endroits où les gens se jettent des sorts, puis il y a des magiciens, puis il y a des gens qui se jettent des sorts puis qui meurent pour vrai. Toi, tu es un anthropologue matérialiste qui arrive d'Europe, tu n'auras pas de problème. Tu es protégé contre ça. Mais tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui vient de se faire lancer un sort qui ne va pas mourir juste parce que la vérité, c'est le matérialisme. Lui, il vit dans ce monde mythologique-là, puis il peut vraiment mourir par les sorts qu'il vient de recevoir. Puis,
Donc, si on récupère l'histoire, il y avait des sorciers dans l'Empire romain. Ils ont été chassés par le christianisme qui a fait un bouclier spirituel contre ces choses-là comme les sorcières. Le bouclier s'effrite avec la réforme protestante, le matérialisme qui arrive. Ensuite, le matérialisme finit par faire un autre bouclier qui est contre toutes les influences spirituelles. Puis là, maintenant, aujourd'hui, en fait, le matérialisme s'effrite encore. Puis là, les gens se retrouvent sans bouclier à nouveau. Puis c'est l'époque du New Age. À mon avis, c'est la meilleure façon d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui croient plein de choses. C'est qu'on a pu... L'émergence du New Age, si je te suis bien, Jean-Philippe, est un signe de l'affaiblissement de l'athéisme matérialiste. C'est-à-dire les gens qui croient... il y a de moins en moins de gens qui croient juste que le monde réel, matériel qui nous entoure, il y a juste ça. Donc, ça laisse un espace pour que le New Age, la sorcellerie, la magie, l'astrologie, tout ça, ça comble ce vide-là. Exactement. Okay. Les gens cherchent. Donc, quelqu'un qui se ramasse avec des vrais problèmes dans sa vie, par exemple, des vraies difficultés, ou juste quelqu'un qui se pose des questions métaphysiques, comment ça se fait qu'on a des esprits? Il me semble qu'il n'y a pas de conscience nulle part dans les lois de la physique, par exemple. Il y a plusieurs failles dans le matérialisme qui finissent par se manifester. Ou une autre, je pense qu'une des grosses raisons pour que le matérialisme a échoué aussi, c'est parce que c'est facile d'être matérialiste tant que le progrès technique améliore ta vie à chaque année. Tant que l'économie grandit, puis que les choses vont bien, puis que tu es de plus en plus en santé à cause des progrès de la médecine, etc., tant que ça se produit, c'est facile d'être matérialiste. Il n'y a pas de raison de chercher des réponses chez les sorcières. mais si, par exemple, il arrive la Première, Deuxième Guerre mondiale, où là, le progrès technique qu'on faisait se retourne contre nous, puis l'Europe devient dévastée par tout ça, tu vas peut-être commencer à questionner ta vision du monde. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le progrès matériel qui est important, etc. Puis, je pense que c'est dans la mouvance de ça qu'on voit de plus en plus de gens qui cherchent autre chose que le matérialisme. Puis, les gens qui n'ont plus les mêmes autorités spirituelles qu'il y avait auparavant, vont développer leur propre truc. Donc, dans les faits, c'est ça qu'on regarde, parce que des gens, par exemple, qui quittent les religions officielles pour devenir athées, il y en a très peu. La plupart des gens deviennent spirituels, mais pas religieux. Ils vont essentiellement assembler leur propre ensemble de croyances. Puis, entre autres, des gens qui vont se revendiquer sorcières. Il y a un paquet de choses que les gens vont faire, mais entre autres, il y a une montée des sorcières parce que c'est un nouvel genre de croyances qu'on peut adopter par nous-mêmes. Ce qui est assez cohérent avec le monde pluraliste dans lequel on vit, où justement la spiritualité participe de ce même mouvement-là d'individualisation, de trucs à la carte. Là, finalement, on se construit notre propre patente. Là. C'est un peu une illustration de ça. Exactement. Il nous reste une petite minute, Jean-Philippe Marceau. Je te laisse... pour finir, je veux clore avec les sorcières mythologiques que j'avais promis qu'ils étaient de retour aussi. Là, parce que, effectivement, il y a des gens... La plupart des sorcières, je pense, c'est quelque chose de quand même bénin, là, à la limite des superstitions. Mais il y en a quelques-unes que c'est sérieux. Puis, dans la culture en général, des choses comme... on accusait les sorcières au 15e siècle, par exemple, de faire de la castration, de causer de l'infertilité chez des couples. C'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Une des choses les plus mythologiques qu'il y avait, pour donner juste un exemple, là, c'est l'idée qu'il y avait des succubus et des incubus. Donc, les sorcières collaboraient avec des démons pour voler la semence des hommes, puis ensuite aller les mettre dans d'autres femmes pour confondre les familles puis causer l'infertilité chez certains hommes. On n'a plus besoin de sorcières. Aujourd'hui, on a des cliniques qui font ça de façon tout à fait propre. Exactement. Puis aussi, il y a d'autres histoires qui sont quand même comiques. Là. Je pense que c'est dans le Malleus Maleficarum, un des livres qui a eu beaucoup d'influence sur notre vision des sorcières. Tu as des sorcières qui viennent la nuit justement comme à travers des fenêtres pour voler la semence des hommes. Mais ça, aujourd'hui, avec les téléphones intelligents et la pornographie, on a quelque chose comme ça encore. Puis là, ces hommes-là, après, ils n'ont pas la même attention pour leurs épouses ou pour les femmes en général. Fait qu'il y a plein de parallèles qu'on peut faire entre les sorcières mythologiques puis ce qui se passe aujourd'hui avec notre culture de pornographie, de promiscuité, de contraception, etc. Qui sont des réitérations, mais sous forme symbolique, évidemment, de ce qui se passait autrefois. Infiniment intéressant, Jean-Philippe Marceau. Merci beaucoup de cet éclairage. Je rappelle que tu es chroniqueur pour le Vers Média et aussi éditeur pour le blog Symbolic World. Merci beaucoup. Merci.